Aujourd'hui dans les chemins d'Israël, une visite historique du désert de Judée. Myriam, bonjour. On se retrouve dans le désert de Judée. On va parler aujourd'hui un peu du désert de Judée, mais d'un point de vue historique. L'histoire de cette région est très riche. Le désert, de manière générale, est très important pour les religions monothéistes, puisque c'est ici que l'on rencontre Dieu. Et donc, il y a une expression très très importante de cette rencontre avec Dieu dans le désert. En descendant de Jérusalem vers la mer Morte, parce qu'on fait une descente d'environ de 1000 mètres de hauteur, et bien sur la route, on a ce petit musée qui s'appelle l'Auberge du Bon Samaritain. Évidemment, l'Auberge du Bon Samaritain est une parabole qui a été utilisée dans le Nouveau Testament. Il faut savoir que cette auberge a toujours existé, et on s'arrêtait avant d'arriver à Jérusalem ou en quittant Jérusalem pour revenir vers la mer Morte ou pour repartir en Galilée. Dans cette auberge sont passés des milliers de pèlerins qui allaient et venaient sur cette route numéro 1 aujourd'hui, mais qui est une route, l'autoroute des pèlerins sur des millénaires. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui ici? Ce qui est intéressant dans ce petit musée du Bon Samaritain, c'est qu'on y trouve des mosaïques absolument splendides qui ont été sauvées par Israël dans des lieux un petit peu, on va dire, dangereux ou sensibles, comme Yehuda et Shomron, la Judée-Samarie, ou la synagogue de Gaza. Ça, c'est une mosaïque d'une très très belle synagogue de Gaza et qui a été retrouvée en 1965 et qui va être ramenée ici dans ce musée qui sauvegarde les plus belles mosaïques qu'on a pu trouver dans des lieux sensibles, comme je viens de te dire. Il faut savoir que les mosaïques existent déjà depuis l'époque grecque déjà. Ça va être développé dans le monde romain, mais plus les tessères, tu vois Olivier, plus les morceaux sont petits et plus la résolution est importante. Par exemple, dans une synagogue de cette taille qui doit faire environ 20 mètres de longueur sur 5 mètres de largeur, tu as environ quelque chose comme 1,5 million de tessères, de petits morceaux de pierre. Énorme. Et c'est pas seulement la coupure de la pierre qui doit être très très précise, Olivier, mais c'est également la couleur utilisée. Il y a dans certaines mosaïques plus de 100 couleurs différentes. Et c'est pas seulement la couleur, mais c'est également les matériaux utilisés. Est-ce que ce sont des pierres précieuses? Est-ce que quel type de minéraux sont utilisés? Et c'est ça qui est très très particulier. Et bien sûr, ce qui est important pour nous, historiens, c'est non seulement de comprendre le monde ornemental d'il y a des centaines d'années, mais également les inscriptions. On a retrouvé des inscriptions. Là, dans cette très belle mosaïque de Gaza, tu as une inscription en grec, puisque les gens parlaient le grec quand on était éduqués. Là, je te parle d'une synagogue du 5e siècle de notre ère, d'il y a 1500 ans, une inscription du donateur de cette synagogue de Gaza. Alors quelque part, Myriam, ces très belles mosaïques témoignent un peu de la richesse de l'époque. Absolument. L'art de ces époques, il s'exprime à travers ces mosaïques absolument superbes. Ça n'est pas seulement dans le quotidien qu'on avait des mosaïques chez soi à la maison. Bien évidemment, il était très important d'avoir de belles mosaïques parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de tapis dans les maisons. Comment est-ce qu'on exprimait sa richesse? Comment est-ce qu'on pouvait en quelque sorte crâner quand on avait des invités dans le triclinium, dans le salon? Eh bien, c'est qu'on avait une très très belle mosaïque et on a en Israël de nombreux sites archéologiques. On a retrouvé des mosaïques de toute beauté, notamment celle qui est très connue, eh bien, la fameuse Madonna de la Galilée, à Tzipori par exemple, où on utilise plus de 2,5 millions de tessères. Alors c'est pas seulement chez soi à la maison, mais également dans les lieux de culte. Ça va rentrer dans les lieux de culte, dans les synagogues, mais également dans les églises. Et ce qu'on a ici, on a le reste de ces mosaïques de grandes églises qui existaient ici. Alors on se trouve là, à l'intérieur du musée, Myriam? Alors on se trouve dans l'intérieur du musée du Bon Samaritain qui, comme tu peux remarquer, était une auberge, comme j'expliquais, sur des millénaires. Bien sûr, d'autres peuples sont venus ici, les croisés ont continué à faire l'auberge pour ces pèlerins qui partaient vers Jérusalem. Plus tard, à l'époque ottomane, ça a continué à être une auberge. Et là, c'est un peu les restes de cette époque ottomane, retapés évidemment par Israël. Et aujourd'hui, c'est devenu ce musée dont on a parlé, un musée qui a 6 pièces et qui nous montre un petit peu tout l'aspect ornemental des cultes ici en Eretz Israël. Et je voudrais te montrer la suite de la mosaïque que nous avons vue à l'entrée. On a vu la synagogue de Gaza. Et ce qui est très beau, un des motifs qui est protégé ici à l'intérieur du musée, c'est évidemment le roi David. Le roi David qui est présent, regarde, d'ailleurs tu peux le lire en hébreu, c'est une mosaïque du 5e siècle, donc de l'époque byzantine, ou alors de l'époque talmudique, si tu veux. Et bien là, on a ce très beau roi David qui joue bien sûr de la harpe. Regarde le nombre de tessères, regarde les couleurs qui sont représentées. C'est vraiment une des plus belles mosaïques que l'on peut voir et elle date de 1500 ans.
Alors de celle-ci qui vient de Gaza, j'aimerais te montrer une autre mosaïque qui est pas très connue, celle-là non plus. On ne sait pas qu'à Jéricho, même encore au jour d'aujourd'hui, il y a des restes d'une synagogue de l'époque byzantine, encore une fois datant de 1500 ans. Et ce qu'on a retrouvé dans cette synagogue, une très très belle menorah, évidemment avec deux symboles juifs essentiels, le loulav et le shofar. Et on voit ici une menorah en trépied, 3 pieds. Pendant longtemps, on a pensé que la menorah n'avait qu'un seul pied, mais plus tard, dans les recherches archéologiques que nous ferons, nous verrons et nous comprendrons que la menorah dans le temple avait 3 pieds. Et ce qui est très beau, c'est on est capable encore aujourd'hui, en 2021, de lire Olivier, Shalom al Israël. Alors maintenant, nous sommes dans le désert de Judée, pas très loin de Jéricho, qu'on peut voir d'ici, la vallée de Jéricho. On est le long de Vadikel, qui de Jérusalem descend jusqu'à la mer Morte, ces sources d'eau qui sont là. Et puisqu'il y a des sources d'eau, eh bien, il y a toujours eu la vie ici. Il y a eu des communautés très importantes de moines qui sont venus s'installer à travers les siècles. En plein dans le désert. En plein dans le désert. Alors tu vois, dans cette immensité désertique et la chaleur, il y a des moines qui viennent s'installer ici entre le 3e, 4e, 5e siècle de notre ère. Et nous avons devant nous ce monastère absolument superbe de Saint-Georges, Saint-Georges de Kouziva, qui est un moine qui quitte Chypre au 5e siècle pour s'installer dans, d'abord ce sont des grottes, il y a une recherche de se retrouver dans le désert, de retrouver lieu dans le désert, selon le verset d'Isaïe, Kol Koreh Bamidbar, une voix appelle du désert, et c'est également un petit peu aller sur les pas d'Élie, Eliaou Hanavi, le prophète, qui est très important, qui est ce grand défenseur du monothéisme, et sous l'image d'Élie le prophète, de cette pureté du monothéisme, ils vont s'isoler, vivre en ermite dans les grottes que l'on peut apercevoir. Tu vois, un peu partout, tu as des grottes. Et petit à petit, ces moines vont commencer à s'organiser, d'abord en lavra et ensuite en conobium, en communauté véritable, avec des règles très précises de vie en communauté monastique. Là, il y a toujours des moines qui habitent aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un monastère, il faut savoir, un monastère grec-orthodoxe, avec une dizaine de moines qui continuent à s'isoler et à vivre comme des ermites, bien qu'ils ont quand même une vie communautaire ici dans le désert. Alors Myriam, on a vu la présence chrétienne dans ce très beau désert de Judée. Maintenant, on va aussi parler de la présence juive. Et nous sommes là, dans la plaine de Jéricho. La première question d'abord, est-ce que les murailles de Jéricho ont vraiment existé? Alors c'est vrai que Jéricho est une ville qui a été excavée à de nombreuses reprises, de nombreuses universités sont venues excaver depuis très très longtemps déjà. On a retrouvé des murailles, malheureusement pas les murailles de ce qu'on appelle l'époque de bronze, fin de l'époque de bronze, début de l'époque de fer, justement quand Josué rentre en Eretz Israël. Jéricho a de nombres incroyables, plus d'une trentaine de couches archéologiques de civilisations qui ont habité à Jéricho. Et effectivement, on cherche encore aujourd'hui les murailles, selon la Bible, dans lesquelles Josué serait rentré en Eretz Israël, aurait cassé, les murailles seraient tombées en faisant 7 fois le tour des murailles. Malheureusement, celles-ci n'ont pas été retrouvées. D'autres, un petit peu plus tardives, ont été retrouvées, mais on continue à chercher. Comme on dit en archéologie, tant qu'on n'a pas trouvé, on ne dénie pas l'histoire biblique. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est la ville de Jéricho alors, d'aujourd'hui? Alors, c'est la ville de Jéricho qui fait environ 20 000 habitants, la ville de Jéricho, qui est dans ce qu'on appelle la zone A, c'est-à-dire sous l'autorité palestinienne. Nous sommes aujourd'hui ici en zone C. On voit cette montagne, si selon la tradition chrétienne, c'est là où Jésus-Christ a été tenté par le diable. Et je dis ça parce que on a des traditions qui sont similaires. Quand on parle de Jéricho et qu'on parle de l'histoire biblique et de Josué qui va rentrer en terre d'Israël, en terre promise, et on rappelle l'histoire de Rachav. Rachav, cette femme absolument exceptionnelle de l'histoire. Et en fait, Rachav, elle va avoir une histoire spéciale parce qu'elle a quelques secondes pour prendre une bonne décision. Rachav est de Jéricho, c'est une cananéenne. En une fraction de seconde, elle va décider d'aider ses Hébreux, parce qu'on rappelle que Josué va envoyer des espions pour voir comment ça se passe, et qu'ils vont voir est-ce qu'on a le terrain est libre, est-ce qu'on peut rentrer. Ils vont rentrer à Jéricho, ils vont être poursuivis par la police cananéenne en quelque sorte, et ils arrivent dans la maison de Rachav, et Rachav leur dit non, je ne les ai pas vus. D'accord. Elle les sauve en fait. Elle les sauve, et elle leur dit montez dans les hauteurs, d'abord dans son balcon, et ensuite allez vous protéger, allez dans cette fameuse montagne. Et on pense
pense donc que cette montagne, je pense que c'est précisément sur ce mont-là que les espions de Josué se sont cachés. Et c'est comme ça ensuite, quand ils retourneront vers Josué, qu'en grande masse, ils vont finalement rentrer à Jéricho et prendre Jéricho. Cet îlot vert en plein milieu du désert, c'est quoi? Effectivement, tu vois qu'il y a 2 îlots verts. Il y a le côté de Jéricho, qui est effectivement cette vallée très fertile. Et de l'autre côté, c'est un autre îlot vert immense qui est sous autorité israélienne. Et c'est ici où on développe les dattes, la fameuse date Majoul. Il y a plus de 60 000 palmiers dattiers dans cette région. Pour terminer, Myriam, explique-nous comment on arrive pour avoir cette magnifique vue. Alors effectivement, nous sommes ici à Mitzpe Yericho, qui est un petit yishuv, un petit village, on va dire comme ça, religieux, établi après la guerre des 6 jours, établi ici dans le désert de Judée, avec cette vue superbe. Sur la route. Et sur la route vers la mer Morte, ou alors en allant à Jérusalem, sur cette route numéro 1. Et moi, je propose toujours aux visiteurs de commencer toujours par une vue du désert. D'abord pour comprendre l'immensité de ce désert, pour respirer le désert et surtout pour être dans le silence, vraiment pour s'habituer à cette atmosphère très particulière qui nous fait nous rejoindre nous-mêmes. Merci Myriam d'avoir partagé avec nous ta passion pour le désert et nous nous retrouvons très prochainement sur Studio Kalita pour les chemins d'Israël. המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי